Le lieutenant-colonel Damiba est désormais en bas. Lui qui vient d'être si haut, applaudi comme un héros, devenu zéro. C'est aussi ça, prendre le pouvoir par les armes. C'est aussi ça, parfois rêver grand pour finir petit. Il a finalement été remplacé par plus petit que lui, puisque Ibrahim Traoré n'a que 34 ans, capitaine, qui a donc décidé avec ses amis du contingent Cobra, une unité assez habile, assez spécialisée, de déposer celui qui pourtant lui-même avait pris le pouvoir par des armes en déposant Rochemar Kaboré le 24 janvier 2022. On entend des cris de joie puisque chaque fois qu'un nouvel homme fort arrive, il est tout de suite accueilli comme un héros et par la suite on déchante lorsque les résultats ne suivent pas. Tel a été le cas de Damiba qui, quand il est arrivé, avait promis changer l'État qui était en lambeaux, qui était déjà un État de non-droit parce que les terroristes avançaient. En maintenu, on le voyait donc immédiatement anéantir l'ennemi. Sauf que plus il est resté, plus la situation n'a fait que pourrir, au point où plusieurs soldats sont encore tombés, d'autres blessés pour un contingent qui n'était pas assez sécurisé, attaqué par des djihadistes, où on déplore beaucoup de morts. Nous sommes en début septembre. Le peuple a commencé à déchanter, tout comme son armée, enfin, tout comme ses coéquipiers. Et puis, puisque lorsqu'on est devenu un homme fort, on se fiche de ce qu'ils vous ont soutenu, il a débarqué aussi le ministre de la Défense. À force de couper les branches sur lesquelles il s'était assis, il a fini par tomber. Bien sûr qu'aujourd'hui, beaucoup sont en train de condamner ce coup d'État, ce coup de force. Que ce soit du côté de la CEDEAO ou du côté de l'Union africaine. Mais c'est presque le même refrain, dans la mesure où, lorsque quelqu'un arrive, on dit toujours, il faut respecter l'ordre constitutionnel. Il ne faut pas faire des coups d'État. Oui, parce qu'il faut laisser la place à la démocratie. Mais sauf qu'aujourd'hui, en Afrique, la démocratie évolue à reculons. Et d'où la foultitude de coups d'État. Voilà donc, en moins d'un an, un deuxième coup d'État, que dis-je, en 8 mois, au niveau du Burkina Faso, de telle sorte que ce pays qui a vu arriver Thomas Sankara par coup d'État, tué par coup d'État par Blaise Compaoré, et puis lui-même qui a sauté aujourd'hui, qui se retrouve encore dans une instabilité et en train de naviguer à vue dans la mesure où on s'est dit que n'importe quel officier, puisque ça va de façon décrescendo, on pourra même se retrouver prochainement avec un caporal comme président au Burkina Faso. C'est donc un vent qui est en train de souffler en Afrique de l'Ouest et qui peut aussi contaminer toute l'Afrique francophone, puisque ce vent avait commencé le 5 septembre 2021 avec le colonel Doumbouya Mamadi, qui avait décidé lui aussi de déposer celui qui avait fait qu'il quitte la France pour venir travailler pour lui au niveau de la Guinée. On peut accuser les militaires de sortir des casernes et de se mêler de la politique. Mais en même temps, il faut savoir que certains militaires, quand ils font ces coups d'État, ne font que ce que le peuple veut. Le peuple africain, abusé, désabusé par des dictateurs, a finalement trouvé
des militaires comme des sauveurs. Oui, même quand ils sont instruits, même quand ils ont été dans l'opposition comme Alpha Condé, à peine arrive-t-il au pouvoir, il ne veut plus partir. Il reste et c'est le 3e mandat. À peine d'autres militaires parfois prennent même le pouvoir, ils oublient pourquoi est-ce qu'ils étaient là. Et ça fait que les coups d'État s'enchaînent. Parce qu'il y a une crise sociale, il y a une crise économique, il y a une crise de confiance, la corruption galopante et surtout des institutions qui ne fonctionnent pas. C'est ça le mal de l'Afrique, à savoir, on a des hommes forts au pied des champignons qui tombent aussitôt dès qu'une tornade arrive et on a des institutions faibles qu'ils peuvent défaire, refaire, recoudre selon leurs envies de rester éternellement au pouvoir. Le coup d'État qui vient de se passer au Burkina Faso nous interpelle donc. Parce que également, on peut se demander, est-ce qu'il ne pourra pas se passer dans d'autres pays? Est-ce qu'il ne pourra pas se passer en Afrique centrale? N'oublions pas qu'en Guinée équatoriale, il y a eu un coup d'État qui a été manqué. Au Gabon, un coup d'État qui a été déjoué. N'oublions pas qu'au Tchad, voisins, tous sont venus par coup d'État. Et n'oublions pas également que même Paul Biya a déjoué un coup d'État, justement, c'était le 6 novembre 1982. Est-il à l'abri? On peut peut-être dire oui pour l'instant, parce que l'armée camerounaise peut-être ne réfléchit pas et n'agit pas pour le peuple. À part aller en guerre contre les civils, est-ce que les militaires camerounais, justement, se soucient aussi qu'ils sont là pour préserver ce qu'on appelle la démocratie, les institutions? On peut se moquer des Burkinabés, mais non, si on se moque d'eux, si on se moque des militaires qui font des coups d'État, cela veut dire qu'on ignore même l'histoire. Parce que des grands pays sont passés par la révolution, par des coups d'État. Quand ça ne va pas, parfois, ce sont celles-là qui sont venus parfois remettre de l'ordre. Les militaires, à travers le monde, ont agi pas seulement en Afrique. On peut prendre le cas de Bonaparte, Napoléon, qui d'ailleurs, justement le 9 novembre 1799, était passé par un coup d'État pour qu'il puisse stabiliser et surtout interrompre cette succession et cette série de révolutions qui n'en finissaient plus. On peut parler d'un général de Gaulle qui est icône en France, qui d'ailleurs a eu non seulement à quitter la France, à fuir la France en 1948, mais à y retourner comme un héros après avoir fait un véritable coup d'État parlementaire. Les chefs d'État africains font des coups d'État constitutionnels de façon permanente. Et à ces coups d'État constitutionnels, tout comme il y a eu la révolution aux États-Unis, tout comme il y a eu en Angleterre, tout comme il y a eu en Chine, en Iran, les hommes en tenue, parfois lorsque la démocratie ou les hommes qui sont au sommet de l'État sont en train de foirer, ont le droit de renverser les dictateurs, les corrupteurs, les corrompus, ou encore les détourneurs de fonds publics. C'est ça le vrai mal de l'Afrique. Parce que certains, lorsqu'ils montent, ils sont déjà devant, ils mangent pour eux avec leurs enfants, ils ne pensent plus à autrui. Et c'est ça le problème, parfois de l'armée camerounaise. L'armée camerounaise, qui, quand on essaie de regarder, une foultitude de généraux, une foultitude de lieutenants, une foultitude de colonels, mais qui ne font que des marchés publics. Cette armée-là n'est plus une armée. C'est un clan de gabégies qui n'agit plus pour l'intérêt du peuple,
mais qui agit pour son propre intérêt. Lorsqu'on regarde les risques courus par Ibrahim Traoré, on se dit qu'il est prêt à se sacrifier. Et beaucoup l'ont fait, parce qu'on n'attend pas d'avoir des gros galons. Tous ceux qui ont des gros galons n'ont pas fait de grands coups d'État, parce qu'ils ne connaissent pas la souffrance. C'est parfois ceux-là qui sont encore au début de leur carrière, qui ont encore une certaine virginité. Traoré, Ibrahim, a 34 ans. Ça peut peut-être également vous rappeler Thomas Sankara. Il est arrivé au pouvoir à quel âge? 32 ans. Qu'est-ce qu'il a fait en 4 ans? Beaucoup de choses pour le Burkina Faso. Et Thomas Sankara lui-même s'était inspiré d'un autre grand président qui était aussi un homme en tenue, qui est resté dans l'histoire, Jerry Rawlings. Jerry Rawlings a transformé le Ghana. Jerry Rawlings n'était pas l'homme le plus gradé. Il n'était que capitaine. Et le 15 mai 1979, parce qu'il voyait le peuple croupir, parce qu'il voyait les gens manger presque dans des poubelles, lui qui était pilote avait réuni ses amis pour dire, vous voyez ces gens-là, comment ils sont pauvres, et vous voyez cette clique dont nos propres patrons, les généraux, c'est eux qui sont contre le peuple. C'est eux qui ruinent ce pays. Il faut que ça change. Ils n'étaient que 6. Ils étaient en train de préparer le coup d'État soutenu par 10 autres garçons. Tous. Le plus gradé était lieutenant. C'était du grade de caporal jusqu'à lieutenant. Et lui seul était capitaine. On l'arrêta. C'était la police avant même qu'il ne puisse agir. Et puis, il devait être jugé. Il devait être jugé par un régime militaire. Parce qu'il y a des militaires qui arrivent au pouvoir, comme Damida ou comme d'autres, comme les Compaoré, et qui ne repartent plus, qui deviennent des tyrans, qui deviennent des dictateurs. Parce que le conseil militaire était au pouvoir depuis 1972. Or, lui, il tente de faire son coup d'État. Le 15 mai, on l'arrête, on le juge. Le 4 juin. Le 4 juin, tout courageux. Il avait quel âge? À peine 32 ans. Il avait pris la parole parce que le procès passait à la radio. Il avait dit, vous, les hauts gradés, vous, les politiciens, vous qui appauvrissez le peuple, vous serez châtiés. Ne croyez pas que vous allez continuer. Oui, parce que vous n'avez jamais dormi affamé. Vous êtes en train de ruiner ce pays. Vous êtes en train de ruiner le peuple. Vous êtes des voleurs, vous êtes des corrompus. Vous êtes des corrompus. Ce jour-là, tout le Ghana qui assistait au procès leva les bras. Et c'est comme ça que, bien qu'il soit devant la cour martiale, il devint heureux. Et même quand il fut condamné à mort, il avait dit, j'accepte de mourir. Mais laissez les autres là, ils sont innocents. Ceux qui m'accompagnent, ils m'ont tout simplement suivi. C'est moi le seul responsable. Les généraux étaient là. Et finalement, il fut mis en prison. Et lorsqu'il devait être exécuté, presque à la veille, un groupe de jeunes officiers était parti à la prison. Boum, le libérer. Et ils étaient venus avec lui à la radio pour qu'il déclare finalement qu'il est lui-même maintenant président. Voilà comment est-ce qu'il avait fait son coup d'État.
Et après le coup d'État, ce qu'il avait promis, il avait fait parce qu'il avait dit que ce pays-là, pour que ça change, parce que les généraux et les colonels sont déjà corrompus, il faut la guerre sainte. C'est une sorte de pioche. Ou, d'ailleurs, il avait pris les 3 présidents qui avaient été chefs militaires, ils avaient été exécutés. Plus 5 autres officiers exécutés par ses amis sur la place publique. Il avait entrepris de confisquer tout ce que les ministres, les régimes avaient volé parce que le Ghana était à terre. L'inflation dépassait 60%. C'était la galère totale. C'est comme ça qu'il s'était mis au travail et avait juré qu'il allait remettre le pouvoir aux civils en 113 jours. Avant décembre 1979, il avait remis le pouvoir. Mais entre-temps, il avait déjà fait un certain nettoyage. Et là, c'est un civil qui arriva, qui se disait qu'il était beaucoup intellectuel parce que docteur en sciences politiques, diplômé de Sorbonne et surtout de la London School Economic. Donc on le prenait comme l'un des plus grands intellectuels de l'Afrique. Et puis, l'élection présidentielle fut organisée sous la supervision de Jerry Rawlings. Celui-là qu'on présentait comme un grand intellectuel, il était passé. Oui, comme pour vous dire que parfois on peut être un grand intellectuel, mais les résultats, c'était la catastrophe. Il n'y avait rien, il n'avait pas de charisme. C'est comme ça que la nuit de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre 1981, pam, encore Jerry Rawlings. Et on ne l'appelait plus Jerry Rawlings. Depuis le jour du procès, on l'appelait Jésus Junior. JJ. Je vous rappelle que sa mère était écossaise. Et lorsqu'il a repris le pouvoir, il avait décidé de travailler, de mettre la main et tout le peuple dans son programme. Regardez comment il a donc fait que le Ghana non seulement prenne un crédit au niveau de la Banque mondiale, n'était pas parti mendier ou en France, ou en Chine, ou en Russie. Il avait pris un crédit, 4 milliards de dollars. C'est avec ça qu'il a tout fait. Il a tout fait. Jusqu'à ce que l'économie avait décollé. Et puis quand le vent de la démocratie a soufflé, il avait accepté la démocratie, aussi la concurrence. Bien qu'ayant été élu à 2 reprises, il avait accepté que la Constitution limite les mandats. Il avait les armes. Il était l'homme le plus populaire. Mais il avait accepté de quitter le pouvoir en 2000. Il avait même soutenu Atamil, c'est-à-dire que celui qui était presque son adjoint. Mais à l'élection, lui n'avait pas voulu truquer. Celui avait perdu et c'est un opposant qui avait gagné. Voilà comment il a entré dans l'histoire. Le Sédi qui était en chute libre, il a relevé ça. Regardez le Ghana. C'est donc un homme en tenue qui a rétabli la démocratie au Ghana. C'est un homme en tenue qui a fait que le Ghana soit ce qu'il est aujourd'hui. Parce qu'il aimait son pays. Et parce qu'il était prêt à se sacrifier pour la patrie. Mais comme je le dis, ceux qui sont là-bas, on dit, regardez nos militaires avec des ventres. Si ce n'est pas qu'ils vont en guerre pour chercher les embaumés, ils sont soit en route, soit dans des barils, ils les fesses, ils tournent, ils font les balles à terre. Ils dansent tous les domos.
Et quand l'autre là se met à chanter, les mendiants, et ils sont là-bas, et ils boivent comme ça. Après, ils ont des sociétés, ils gagnent des marchés, avec des hommes d'affaires. Ceux-là, ils vont dire qu'eux aussi sont de l'armée. Ils ont défendu quel pays? À part d'aller tuer les Camerounais, à part d'autres, ceux qui sont dans la police, tu vois celui-là, il se balade avec le super, donne-moi. On les appelle même Mange-Mille. Mange-Mille. Et c'est eux qui vont se moquer des vrais militaires qui savent que non, ici, ce n'est pas normal. Parce que quand quelqu'un braque la Constitution, comme Paul Biya a braqué en 2008, si on avait une armée, Paul Biya aurait été... Il avait déjà changé en 96, disant que c'est 2 mandats. Mais par la suite, le même Paul Biya revient et vous dit que non, comme il a fini 2 septennats, je change encore. Mais attendez, les militaires étaient là. La seule chose que les militaires camerounais se félicitent, et le général Semenge, c'est qu'ils ont tué tous les putschistes du 6 avril 1982, 84. Ceux-là, ce qu'on voit au Cameroun aujourd'hui, allez réécouter ce discours-là. Ces jeunes militaires-là, ils avaient vu le malheur arriver. Ils avaient vu Paul Biya arriver. Réécoutez le discours du jeune Adoum Yaya. C'est lui qui avait lu ce discours au poste national. C'est exactement le même discours que les Sankara. Le même discours que, par exemple, quelqu'un comme Jerry Rawlings. Parce que Jerry Rawlings a été leur parent. Et d'ailleurs, vous venez de voir qu'avant sa mort, en 2020, même ceux qui sont actuellement au pouvoir au Mali, à savoir Assimi Goïta, ils sont partis voir d'abord Jerry Rawlings pour lui demander des conseils. Et le discours que les jeunes, qui malheureusement n'étaient pas assez préparés, mais courageux, avaient dit, avaient lu, c'était quoi? La bande à Biya a déjà fait que le Cameroun soit en sécurité. Il y aura la guerre. Est-ce qu'il n'y a pas de guerre actuellement? Ils avaient dit, chacun se charge les poches, comme s'il fallait vite tout finir pour s'en aller. Mais c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Puisque le Cameroun est l'un des pays les plus corrompus du monde. Puisque tous les ministres, chaque jour, tu entends, oh, tel autre a volé tel nombre de milliards, tel autre a volé tel nombre de milliards, tel autre... Mais ces gens méritent, c'est un coup d'État qu'il faut. C'est pour ça que vous voyez qu'en Chine, les gens qui volent, on les fusille. Comment vous pouvez manger tout d'un pays? Et vous prétendez défendre les institutions? Vous profitez de Paul Biya, il vole, les ministres volent, et vous aussi vous volez. Et vous voulez que je vous respecte? La seule chose qu'ils ont comme projet, au lieu de regarder ce qui se passe ailleurs, comment les militaires parviennent à faire que les politiciens se contrôlent. Non, ils sont là pour me contrôler. Ils sont là pour contrôler les activistes. Ils sont là pour contrôler les journalistes, pour nous enfermer, pour nous tuer. Alors que leurs propres chefs sont en train de s'empiffrer. Le coup d'État peut être à la fois nuisible, mais aussi salvateur. Lorsque le peuple n'a plus d'espoir, le peuple peut compter sur une certaine force, même comme Jerry Rawlings disait, vous n'attendez pas que Dieu vienne vous sauver. Peuple, vous-même, vous devez vous débarrasser de ces gens-là. Dieu ne viendra jamais sauver celui qui est en train de dormir. Et c'est ce que vous faites. Vous dormez. Vous attendez que Dieu vienne vous délivrer. Jerry Rawlings avait dit non. Et Dieu n'a jamais délivré un dormeur de la tyrannie. Dieu n'a
jamais enlevé un esclave de ses chaînes. Dieu lui-même a dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Et Dieu lui disait, ne comptez pas sur des gens qui ont des gros ventres et des grosses voitures pour venir vous libérer. Parce qu'ils n'ont pas faim et leurs enfants n'ont pas faim. Et ils n'ont pas envie que ça change. Oui, on peut être d'accord que faire un coup d'État, c'est antidémocratique, anticonstitutionnel. Mais comme je le dis, l'Union africaine qui condamne ça voit toutes les magouilles que tous ces dictateurs font. Quand ils changent les constitutions, quand ils contrôlent l'organe de régulation des élections, quand ils contrôlent la justice, ils ne dénoncent pas. Et parfois avec le soutien de la France. Et aujourd'hui, à chaque manifestation, on voit que des gens sortent avec des pancartes pour dire la France dégage. Parce que la jeunesse et le peuple africain ont fini par comprendre les complicités. Et on n'avance pas. Et du coup, on ne pourra donc pas toujours condamner les coups d'État dans la mesure où ceux qui nous dirigent font de façon permanente des coups d'État. Dans la mesure où ceux qui gèrent le pouvoir sont des conglomérats de rats.